19/03/2026, nous sommes dans la 5e année et c'est le 24e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner la phase initiale de l'offensive de printemps russe qui vient de commencer. Nous allons également voir comment de grandes différences apparaissent sur la carte. Et ce que nous allons également examiner, ce sont les propos des blogueurs russes, qui se montrent très inquiets, ainsi que bien d'autres choses. Vous me connaissez, je suis un homme de paroles rapides et d'informations rapides. C'est pourquoi vous ne verrez pas de rapports interminables ici. Je vais toujours vous présenter les choses de la manière la plus concise et la plus claire possible, et surtout de façon compréhensible. Et je vais aussi commencer volontiers par le sujet principal. Les combats dans la guerre en Ukraine restent toujours intenses et coûteux en pertes. Selon l'état-major général ukrainien, la Russie a de nouveau subi de très lourdes pertes en l'espace de 24 heures. Ainsi, plus de 1700 soldats russes seraient devenus inaptes au combat. Il s'agit du chiffre quotidien le plus élevé rapporté depuis environ un an. Dans le même temps, l'état-major a fait état d'un total de 286 combats en une seule journée le long du front. Les affrontements se sont poursuivis le long de toute la ligne de front. L'un des points focaux se situe à l'est de l'Ukraine, sur l'axe Pokrovsk-Kostiantynivka, que j'ai tracé ici pour vous. C'est surtout autour de Pokrovsk que la plupart des combats ont été enregistrés. On y aurait compté environ 72 attaques, ce qui correspond à environ un quart de tous les affrontements. De nombreuses attaques ont également été signalées près de Kostiantynivka et dans la région de Ujepol. D'autres combats ont eu lieu notamment dans les régions de Kupiansk et de Kharkiv. Selon leurs déclarations, les forces russes poursuivent les attaques avec une grande intensité. Ainsi, au cours des dernières 24 heures, il y aurait eu 78 frappes aériennes, au cours desquelles un total de 257 bombes ont été larguées. En outre, des milliers de drones ont été lancés, selon les autorités russes, ainsi que plusieurs milliers de tirs d'artillerie enregistrés, y compris l'utilisation de plusieurs lance-roquettes multiples. Mais les forces armées ukrainiennes ont également mené des contre-attaques, ciblant notamment des postes de contrôle de drones ainsi que des rassemblements de troupes russes. Les forces aériennes, missiles et artillerie auraient donc touché plusieurs cibles militaires. Outre les pertes humaines, l'Ukraine a également signalé d'importants dégâts matériels du côté russe, notamment la destruction de chars, de véhicules blindés, de systèmes d'artillerie ainsi qu'un grand nombre de drones. Au total, les pertes russes indiquées par l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022, c'est-à-dire depuis le début de l'invasion à grande échelle, s'élèveraient à plus de 1,28 million de soldats ainsi qu'à des milliers d'équipements militaires lourds. Le début de la première grande action de combat lors de l'offensive russe du printemps en 2026. En réalité, une offensive n'a pas vraiment de date de début précise. Souvent, on ne peut déterminer que des années plus tard, quand elle a réellement commencé et surtout avec quoi. Commence-t-elle avec le premier coup de feu, la première tranchée creusée, la première attaque ou sa préparation ? Il est difficile de le dire. Mais ce que l'on peut dire, c'est que nous nous trouvons maintenant dans la période des premiers grands combats. Les informations proviennent d'ailleurs exclusivement du côté ukrainien, à l'exception de l'indication concernant les 1000 drones qui ont été lancés et ne peuvent donc pas toutes être vérifiées de manière indépendante. Néanmoins, elles illustrent l'intensité toujours élevée des combats. La guerre ne montre toujours aucun signe d'un rapide apaisement et entraîne donc de lourdes pertes qu'il faut d'une manière ou d'une autre gérer. La chaîne russe proche du Kremlin, Rebar, a publié cette carte et montre que les Ukrainiens encerclent ici une grande partie du territoire occupé par les Russes. Comme on peut très bien le voir, il y a deux axes d'attaque autour des combats près de Ternov et Novoriorka. Sur de nombreuses chaînes pro-ukrainiennes, un énorme problème pour les Russes est désormais signalé et présenté ainsi, car la carte de la situation montre qu'ils ne peuvent plus combattre les Ukrainiens sur l'un des grands axes d'attaque. Ceux-ci peuvent littéralement glisser à travers les positions russes sans aucun problème. Comme il s'agit ici d'une source pro-russe qui rapporte une telle avancée ukrainienne, tout cela est bien sûr présenté ou perçu comme un succès encore plus grand, puisque l'ennemi l'admet en plus. Mais il y a un gros problème. C'est en effet une source russe, et c'est bien là le problème. Regardez donc comment la ligne de front se présente ici. J'ai reporté cela sur ma propre carte de situation. Vous le savez, ma carte de situation se compose de 4 cartes pro-ukrainiennes et de 2 cartes pro-russes.
Au final, elle représente la moyenne de ce qui est rapporté des deux côtés du front, ou par mes sources, y compris les rapports que nous recevons des unités du côté russe et les géolocalisations du côté ukrainien. Ce qui me permet de dire à peu près où se trouve réellement la ligne de front. Bien sûr, ce n'est pas exact à 100%, mais c'est déjà assez proche de la réalité. Comme dit, j'ai transféré sur ma carte de situation l'état actuel de celle de Rebar. Et vous voyez ici le long de la ligne pointillée, c'est à peu près là que se trouve la ligne de front actuelle selon Rebar. Et ici en bas, nous avons déjà vu les localités, ici Ternové et Novopriorivka, que Rebar a également indiqué. Je vais essayer de les afficher sur le côté. Là-bas, cela semble une avancée majeure, mais en réalité la ligne de front est ici devant, donc les Ukrainiens n'ont pas repris tant de terrain. Rebar indique simplement des gains beaucoup plus importants, qui n'existent en réalité pas. Cela donne donc l'impression sur la carte que les Ukrainiens ont énormément progressé. Je ne minimise pas le succès ukrainien, ils ont effectivement gagné du terrain ici. Et les combats continuent, surtout ici le long des axes 134, 167 et 161, mais comme vous pouvez le voir vous-même, Rebar a marqué sur une carte des endroits qui, en réalité, n'ont pas du tout été conquis. C'est donc un biais typiquement russe, cela donne une image fausse de la situation. D'une part, cela montre une grande avancée qui existe certes, mais pas avec une telle profondeur. Et d'autre part, cela montre que les Russes sont très faibles ici, s'ils n'ont pas pu repousser ces deux mouvements depuis des semaines. Et cela aussi est assez problématique. Le blogueur russe Ilya Remeslo a attiré l'attention avec des critiques exceptionnellement sévères envers le Kremlin. Dans plusieurs publications, il s'exprime ouvertement sur Poutine, sa famille et même sur son état psychologique. Un sujet très sensible en Russie et surtout un sujet très risqué. Selon lui, le point de départ a été un sondage auprès de ses abonnés, où le sujet de Poutine et de ses enfants a reçu le plus de votes. Par la suite, il a publié une série de déclarations dans lesquelles il reproche notamment au président russe un comportement de contrôle excessif. Il s'est montré particulièrement critique quant à l'isolement de la famille de Poutine. Certes, il est compréhensible de vouloir protéger ses enfants, mais selon lui, certaines approches vont clairement trop loin. Il affirme que Poutine a fortement intimidé ses propres enfants et limité leur vie. Il a également commenté avec ironie le fait que ses filles ne portent pas officiellement ou publiquement son nom de famille, y voyant un signe de peur et de secret excessif. De plus, il a remis en question l'indépendance de leur parcours de vie. Dans ses représentations, il a également établi une comparaison avec Donald Trump et sa famille qui, selon lui, abordent leur identité de manière plus ouverte et assurée. Il a aussi évoqué les rumeurs sur de supposés enfants plus jeunes de Poutine, qui, d'après des fuites en ligne, vivraient discrètement. Il a exprimé l'espoir que ces enfants n'aient pas à grandir dans une cage dorée. Et comme si cela ne suffisait pas, il a finalement adressé une recommandation directe à Poutine, au plus fort de ses critiques. Il a déclaré que le président devrait, s'il vous plaît, de suivre un traitement psychanalytique. Il a soutenu que Poutine n'avait jamais vraiment surmonté ses peurs personnelles et son fort besoin de contrôle, ce qui affecte à la fois sa propre vie, celle de sa famille et, en fin de compte, tout le pays. Je pense que nous n'entendrons plus beaucoup parler de ce blogueur à l'avenir. Les forces armées ukrainiennes ont déclaré avoir de nouveau attaqué des cibles en Crimée, contrôlées par la Russie. L'attention s'est concentrée sur Sébastopol et le quartier général de la Flotte Noire, un point stratégique pour l'administration. Selon la marine ukrainienne, l'attaque avait été menée en collaboration avec des forces spéciales ainsi que des unités de drones, utilisant ce qu'on appelle des drones d'attaque FB2. L'objectif de l'opération était d'une part l'installation appelée Granit, qui appartient au groupe d'armement russe Almaz-Antey et sert à l'entretien et à la réparation des systèmes de défense anti-aérienne. Un autre coup réussi contre une telle installation pourrait fortement affecter la disponibilité opérationnelle des systèmes de défense anti-aérienne russes dans la région, qui ont déjà été quelque peu gravement touchés par des attaques précédentes. En outre, des positions de personnel des troupes russes dans la région de la baie de Stiletsker auraient également été attaquées. Côté russe, aucune déclaration détaillée sur d'éventuels dégâts ou pertes n'a été faite, mais l'attaque confirme que l'Ukraine vise toujours l'infrastructure militaire, surtout en Crimée. Merci aux abonnés, membres et à l'Algecrim, ainsi qu'au lieutenant-colonel Renek, Sila Dietrich et Ferdinand Mayhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.